Alors, bonjour à tous, rebonjour. Cet après-midi, on va aborder une thématique qu'on a commencé à traiter jeudi matin. Si vous étiez là, on a commencé à parler des liens entre les problématiques sociales et les problématiques environnementales. Dans une table ronde avec Audrey Pulvar de la Fondation pour la Nature et l'Homme, avec Véronique Fayet du Secours catholique et puis Jean-François Julliard de Greenpeace. Alors, cette fois-ci, on va creuser encore cette question avec Lucas Chancel, qui est chercheur en sciences sociales et spécialiste de l'économie des inégalités notamment, et puis avec Lionel Morel, qui est juriste et bibliothécaire et spécialiste de la question des communs. Enfin, en tout cas, c'est une question sur laquelle il a énormément écrit depuis plusieurs années. Et donc, je suis ravie qu'on ait pu les avoir avec nous cet après-midi. Je les remercie d'être là. On va tout d'abord commencer par quelques définitions pour replacer certaines des notions qu'on a envie de discuter. Alors, je vais m'adresser d'abord à Lucas Chancel, qui travaille sur cette question des inégalités sous l'angle à la fois social et environnemental. Et la première question que je voudrais te poser, Lucas, c'est de tout simplement nous expliquer en fait la notion d'inégalité environnementale. Qu'est-ce qu'on veut dire par là et quel est le lien entre inégalité environnementale et inégalité sociale? Merci Flore pour l'invitation, pour ce très beau festival. Donc, avant d'arriver sur la définition de l'inégalité environnementale, il me semble important de poser le contexte donc, de ces deux crises, de cette crise environnementale et de cette crise des inégalités, dans lequel on se trouve avec une montée des inégalités de richesse et de revenus dans à peu près tous les pays du monde depuis la fin des années 70, le début des années 80, à des rythmes différents. Et le fait qu'il y ait des rythmes différents, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il n'y a pas de fatalité dans cette crise-là. Mais en tout cas, il faut bien prendre conscience qu'on a cette crise d'un côté, on a la crise environnementale de l'autre, avec tous les indicateurs qui sont au rouge. Dans certains cas, le rouge est dépassé. Et la question qui se pose, c'est de bien voir comment finalement ces deux crises-là interagissent l'une avec l'autre. Donc comment le fait qu'une société plus inégalitaire, c'est une société qui a plus de mal à résoudre la crise environnementale. C'est aussi de comprendre qu'il y a des causes communes en fait à ces deux crises, notamment avec l'hypertrophie de la sphère privée vis-à-vis du rétrécissement de la sphère publique. Et c'est aussi comprendre que finalement les réponses à apporter à une crise comme à l'autre peuvent avoir des conséquences plus ou moins bonnes sur l'autre crise. C'est-à-dire qu'on peut résoudre la crise environnementale, et encore une fois ici il n'y a pas de fatalité, c'est des choix politiques, on sait les solutions techniques, on les a, mais on peut résoudre cette crise environnementale, cette crise des déchets, cette crise du carbone, etc., de manière plus ou moins égalitaire. Et inversement, on peut résoudre la crise des inégalités économiques de manière plus ou moins écologique. Donc il faut vraiment penser ces deux dimensions ensemble si on veut réussir à aller vers le monde vers lequel on veut, donc un monde qui soit plus équitable et qui soit plus durable. Et donc, à l'intersection de ces deux crises, il y a cette notion des inégalités environnementales. Et cette notion des inégalités environnementales, elle est souvent comprise à travers de différentes manières. Donc il y a les inégalités d'exposition aux risques environnementaux. Donc, on a souvent en tête la hausse du niveau des mers et le fait que les pays tropicaux, subtropicaux, en zone côtière sont les plus touchés. Donc, inégalité d'exposition au niveau mondial entre pays, mais aussi à l'intérieur des pays. Si vous regardez un pays comme le Bangladesh, les zones les plus exposées au risque de la montée du niveau des mers sont les zones les plus pauvres. Et c'est pas vrai que dans les pays pauvres, c'est aussi vrai dans les pays riches. Il y a plein d'études qui montrent qu'en Angleterre, par exemple, les zones les plus exposées également à la montée du niveau des eaux sont des zones où les populations les plus modestes sont surreprésentées. Et on en a un exemple extrême dans le cas des États-Unis, avec la Nouvelle-Orléans, par exemple, où il y a vraiment une surreprésentation des populations afro-américaines dans les zones qui ont été touchées par l'ouragan Katrina. Donc ça, c'est les inégalités d'exposition. Mais il y a aussi des inégalités. Finalement, certaines populations sont plus exposées, mais vont aussi avoir plus de mal à se reconstruire après un choc. Donc ça, c'est les inégalités de résilience. Et si vous regardez Katrina, par exemple, à la Nouvelle-Orléans, certaines zones sont toujours pas reconstruites
13 ans après la catastrophe, eh bien parce que tout le monde n'avait pas les mêmes capacités à rebondir, à reconstruire son domicile, son foyer, ou à accéder au processus politique de reconstruction. Et donc ça, c'est aussi une dimension importante de l'inégalité environnementale, c'est l'accès à la politique publique, soit dans la mise en place de réformes environnementales, et les réformes environnementales, par exemple, comme une taxe carbone, peuvent être inégalitaires, selon comment elles sont programmées, selon comment elles sont définies. Et donc, il faut bien qu'il y ait ici une collaboration de toutes les catégories, tous les groupes de la population pour ne pas créer d'inégalités vis-à-vis de l'impact des politiques publiques environnementales. Donc ça, c'est la dernière catégorie. Donc là, j'ai un peu brossé le panorama général. Donc inégalité d'exposition. Et j'en ai oublié une, en fait, c'est de pollution. Et je pense que c'est important dans un festival sur les déchets. Évidemment, on ne contribue pas tous de la même manière à la pollution. En fait, on est dans un monde qui crée aujourd'hui énormément de richesses. Le problème, c'est que cette richesse, elle est concentrée de manière extrême au sein d'un petit groupe de la population. Et cette richesse, elle crée des déchets ou des communs négatifs qui, eux, sont partagés pour tout le monde. Donc, on crée de la richesse qui est valorisée, qui est ultra concentrée. Et par contre, les déchets liés à cette richesse, eux, les conséquences de ces déchets sont partagées sur toute la population. Donc voilà pour un panorama très général et très rapide du sujet. Non, mais c'était très clair. On sent qu'il y a un enseignant aussi derrière le chercheur. Je voudrais juste faire deux liens, en fait, pour faire le lien aussi avec les thématiques qu'on discute depuis jeudi, qui sont très centrées sur la question des déchets et des ressources. Dans les inégalités d'exposition, finalement, il y a la partie exposition aux risques environnementaux liés au dérèglement climatique notamment, mais il y a aussi l'exposition aux installations polluantes, parce qu'en fait, dans les lieux d'implantation des décharges ou des incinérateurs, pour parler de ce qui nous concerne là directement avec la question des déchets, on voit aussi que c'est pas tout, enfin les bassins d'implantation sont souvent aussi, vont toucher une population en plus grande précarité particulièrement. Et on le voit aussi dans la façon de, et là on touche peut-être plus à une inégalité de résilience ou de réponse en tout cas. Nous on note que dans certains cas, il y a une forte mobilisation pour lutter contre, par exemple, une installation qui pose problème, parce que les gens ont des moyens, de l'argent pour se mobiliser. De l'argent et puis peut-être les connexions, les relations, etc. pour en appeler à un arbitrage. Et puis dans d'autres cas, on est face à des populations qui sont démunies par rapport à une installation qui pose problème aussi, mais ils connaissent pas forcément les recours juridiques, etc. etc. Donc ça, c'était pour faire le lien. Et donc j'invite d'ailleurs ceux qui s'intéressent à ces questions-là à ne pas hésiter à prendre contact avec notre juriste de l'équipe, Thibaut Turchet, qui suit ces cas locaux. Et puis, pour rebondir sur un deuxième aspect, sur le fait de ne pas recréer des inégalités sociales quand on essaye de lutter contre, d'apporter des solutions à la crise environnementale, ça pourrait s'appliquer, tu as cité l'exemple de la taxe carbone, en matière de déchets, on pourrait parler de la tarification incitative, dont cette modalité de facturation du service public de gestion des déchets en fonction de la quantité de déchets produits. On voit bien là aussi que c'est des paramètres à trouver pour que ça crée pas d'inégalité, notamment pour les familles nombreuses avec beaucoup d'enfants, etc. C'est un exemple concret dans notre domaine. Je vais maintenant me tourner vers Lionel. Donc Lionel, je l'ai dit déjà un petit peu tout à l'heure, mais tu es engagé, on peut le dire, pour la défense et la promotion des biens communs ou des communs de manière plus générale, de la culture du libre, du domaine public, etc. Est-ce que tu peux nous redéfinir en quelques mots la notion de commun et puis peut-être ensuite de commun négatif, qui en est une déclinaison, et puis peut-être le lien que tu vois entre ces notions et puis la question du zéro déchet, la démarche zéro déchet, zéro gaspillage. Oui, alors merci pour l'invitation d'abord. Alors la question des communs, c'est quelque chose qui revient sur le devant de la scène depuis plusieurs années, notamment suite aux travaux d'une chercheuse américaine qui s'appelle Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur les biens communs. Et on dit souvent qu'un commun, c'est une ressource partagée qui est gérée par une communauté qui se donne des règles pour s'auto-gouverner dans
la gestion de cette ressource. Alors c'est une définition qui s'applique à beaucoup d'éléments, notamment des éléments naturels, et Elinor Ostrom, elle a surtout travaillé sur des pâturages, des systèmes d'irrigation, voilà, Donc des bois, ressources rares en fait. des ressources rares, et elle a montré, en fait, elle a eu le prix Nobel en montrant que le mode de gestion en partage pouvait, dans certaines conditions, être plus efficace que l'appropriation privative, et notamment que c'était plus efficace pour la durabilité des ressources à long terme. C'est-à-dire qu'une communauté qui gère en commun une ressource a, à certaines conditions, notamment des conditions de gestion démocratique, la possibilité de préserver la ressource de manière plus efficace dans le temps que si on privatisait la ressource ou que si on en faisait une gestion publique par l'État ou une collectivité territoriale, par exemple. Donc c'est ni du privé ni du public, c'est autre chose. C'est une gestion directe par les communautés de ressources fragiles. Et ça a été étendu ensuite à la sphère numérique, à la sphère d'Internet. Aujourd'hui, ces mécanismes d'autogestion peuvent aussi s'appliquer à des choses comme des logiciels libres ou un site comme Wikipédia, qui est souvent considéré comme l'archétype de ce que peut être un commun numérique. Donc les communs ne concernent pas forcément des ressources rares en fait. Là, à ce moment-là, quand on est dans un commun numérique, il n'y a plus le problème de la rareté qui se pose, parce qu'on ne peut pas surutiliser quelque chose d'immatériel. Quelque chose d'immatériel, par définition, ça n'est pas épuisable. C'est même la sous-utilisation qui devient problématique. Si on met de côté les consommations de ressources, d'énergie, etc., que ça implique aussi. Et alors, du coup, les communs, ça concerne plutôt les ressources. Alors, les communs négatifs, ce serait quoi Peut-être juste avant de parler des communs négatifs, d'abord parler du lien avec les déchets, parce que je pense que ça permettra de mieux le comprendre. Donc assez étrangement, moi je suis venu à m'intéresser à la question des déchets, mais pas de manière directe. J'y suis venu par la question des communs, et je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que ça permet de mieux comprendre le lien. C'est en fait, les communs, ils ont une longue histoire. Ça a été un mode de gestion notamment des campagnes d'anciens régimes avant la Révolution française, où en fait dans ces communautés-là, vous aviez des règles coutumières qui portaient sur la question des déchets ou au moins des résidus de l'activité agricole. Vous avez notamment des droits coutumiers dans ces communautés-là, qu'on appelait par exemple le droit de glanage ou le droit de grappillage, qui disait que lorsque la récolte avait été emportée sur les champs, le propriétaire du champ n'avait pas le droit d'empêcher les pauvres de venir sur le champ et de ramasser les épis tombés au sol. On a tous en tête, j'imagine, vous savez, le tableau de Millet, les glaneuses, on voit des femmes courbées en train de ramasser les épis tombés au sol. Ça valait aussi dans les forêts. Les pauvres avaient le droit de rentrer dans les forêts, y compris les forêts privées, pour ramasser les branches tombées au sol. C'était la part du pauvre, si vous voulez, dans les forêts. Et donc il y avait un lien consubstantiel entre la question des communs dans cette époque-là et la question des déchets. C'était en fait que ces sociétés-là ne voyaient pas ça comme des déchets, ils voyaient ça comme des ressources que les pauvres pouvaient s'approprier pour garantir leur survie, en fait. Et c'était une limite au droit de propriété, c'est-à-dire que le propriétaire, par exemple, n'avait pas le droit de mettre de barrières autour de son champ, ce qu'on appelait le processus d'enclosure, pour empêcher les plus pauvres d'avoir leurs moyens de subsistance à travers ces ressources-là. Et là, je pense que ça fait un lien quand même à ce que vous aviez dit sur la question des inégalités sociales, parce que les communs, à cette époque-là, jouaient le rôle d'une protection sociale, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de système de protection sociale, mais le fait de laisser cette part du pauvre, c'est de ne pas laisser ces déchets, justement, ne pas être retransformés en ressources, jouait un rôle pour éviter que la frange la plus fragile de la population ne tombe pas au-dessous, ne disparaisse pas tout simplement parce qu'elle ne pouvait plus satisfaire à ses besoins. Et aujourd'hui, si vous voulez, alors c'est là où on voit arriver cette notion de commun négatif et qu'il y a sûrement un lien à refaire avec tout ça, c'est qu'en fait, à la base, Elinor Ostrom, elle étudie des ressources qui sont justement des ressources, c'est-à-dire des biens, des choses qui ont un effet positif. Les juristes disent un bien, c'est une chose qui a des utilités, donc c'est une chose qui va être utile. Mais aujourd'hui, on voit, là, dans la pensée des communs, certaines personnes qui se disent qu'on pourrait aussi penser des communs négatifs. Et c'est venu notamment à travers la question des centrales nucléaires et des déchets nucléaires, en fait, des déchets radioactifs. C'est-à-dire se dire, ces éléments-là, ça va être des choses dont nous allons hériter et il va falloir aussi s'organiser en commun pour les gérer quelque part, alors qu'en fait, ils n'ont pas d'utilité, ils n'ont pas d'effets positifs, ils n'ont que des effets négatifs. Et c'est là où on voit arriver l'idée qu'on peut faire aussi un commun avec une chose qui n'est pas un bien ou une chose positive, mais aussi quelque chose de négatif. Et il y a une partie des déchets, ceux qui ne peuvent pas être recyclés, ceux qui ne peuvent pas, dont il va falloir prendre soin, alors même que ce ne sont pas des éléments positifs.
Donc ça introduit cette notion de commun négatif qui change vraiment la perspective, parce que jusqu'à présent, c'était quand même une perspective qui était assez économique, où on avait une ressource qu'il fallait quand même gérer, valoriser, etc. Est-ce qu'on peut peut-être détailler un tout petit peu avec cet exemple de déchets nucléaires, puisque alors l'idée de cette session, je le mentionne au passage, elle est venue d'un article que tu as écrit, un long article il y a quelques jours, quelques semaines même, sur cette notion de commun négatif, où tu citais l'exemple des déchets nucléaires et notamment une vidéo que tu avais intégrée. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots peut-être le contenu de cette vidéo sur la partie déchets nucléaires, parce que ça illustre bien la vision du commun négatif? Oui, je crois que c'est difficile de voir d'où vient. Alors, je sais peut-être que en économie, c'est quelque chose qui est connu, mais enfin, moi, je l'ai vu apparaître, cette notion de commun négatif, assez récemment. J'ai l'impression que c'est venu après Fukushima, où en fait, on voit dans les écrits de japonais l'idée que ce qui s'est passé à Fukushima et ces libérations dans leur environnement à très grande quantité d'éléments qui n'allaient pas pouvoir disparaître, et donc du coup, va falloir en prendre soin quelque part collectivement, parce que c'était dans le paysage et que ça disparaîtrait plus en fait. Et en France, il y a un chercheur qui s'appelle Alexandre Monin qui utilise cette notion-là pour essayer de re-questionner la question des communs. Essayer même il essaye de nous faire comprendre que peut-être que même le mot ressources est un problème en fait. Parce que tant qu'on est dans une conception des ressources, on est aussi dans un rapport avec la nature. Ça aura peut-être un lien avec ce qui s'est dit dans la table ronde précédente, qui est un lien instrumental avec la nature, où l'homme il est encore, même s'il utilise les ressources en commun, il est encore en train d'avoir un lien instrumental avec les ressources naturelles. Et c'est peut-être ce lien-là même qu'il faut questionner et supprimer la notion de ressources complètement, parce qu'elle emporte en elle-même des abus potentiels. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve intéressant, le lien avec la notion du zéro déchet, c'est qu'à mon avis, ça va même encore plus loin. C'est-à-dire que dans la démarche zéro déchet, il y a l'idée qu'il ne faut pas en arriver à ce qu'il y ait de déchets, y compris si ça pouvait devenir des ressources. C'est-à-dire que même si on était en capacité de recycler, et on sait qu'on ne l'est pas, hein, on l'a vu dans la dernière table ronde, voilà, il y a 8% des plastiques qui sont recyclés actuellement, mais même si on était en capacité de les recycler, il faudrait s'organiser collectivement pour ne pas qu'apparaissent les déchets et que ça ne soit pas une ressource. Et là, ça change à mon sens complètement la pensée des communs, parce que du coup, ça devient la capacité de communautés humaines à s'organiser pour ne pas traiter certaines choses comme des ressources. Et ça, je trouve que c'est... Peut-être que ça nous amène à vraiment questionner en profondeur aussi ce que sont les communs, quelque part. Lucas, est-ce que cette notion de commun négatif, tu vois des parallèles avec les recherches que tu mènes sur les inégalités environnementales et la manière, en fait, finalement, dont on fait face aux conséquences environnementales de notre société de consommation, de surconsommation, de surproduction aussi? Absolument. Déjà, revenir sur les communs positifs et dans quelle mesure, en fait, ces communs positifs interagissent avec les grandes transformations en fait, du capitalisme. Et donc, tu as parlé donc, de la réforme des enclosures au Royaume-Uni, un peu avant la révolution industrielle, donc ça se passe sur plusieurs centaines d'années, mais donc c'est le fait qu'à partir d'un certain moment, on va mettre des barrières sur ces champs qui pouvaient être utilisés comme pâturage pour beaucoup de paysans. Et à partir du moment où les nobles vont mettre des barrières, ces paysans n'ont plus de ressources et vont abonder vers les villes. Et c'est le début de la marchandisation du travail. Avant, le travail n'était pas marchand, et là, le travail devient une commodité. Donc, selon Karl Polanyi, c'est le début du capitalisme moderne. Donc, on a là cette interaction entre transformation du commun et finalement transformation plus générale, plus large du capitalisme moderne. Et pour la petite anecdote, c'est aussi intéressant de voir que le jeune Karl Marx, dans sa Prusse natale, voit une transformation similaire, et c'est l'une des choses qui va vraiment le marquer et qui va contribuer à faire ce qu'il est devenu ensuite, c'est-à-dire que jusqu'à un certain moment, les paysans pouvaient ramasser le bois dans les forêts. Et au bout d'un moment, les nobles, en Allemagne aussi, disent non, c'est plus possible. Et donc ça va marquer énormément Karl Marx. C'est l'une des premières expositions à une inégalité sociale massive qui va ensuite
voilà, contribuer à sa réflexion personnelle. Donc il y a vraiment ce lien entre commun positif et transformation du capitalisme. Maintenant, sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui, sur le commun positif, je pense que c'est aussi intéressant de regarder l'inégalité, avant de parler du commun négatif, l'inégalité dans l'accès à ces communs positifs. Et notamment, les Pinson-Charlot, les sociologues, historiens, montrent bien comment, finalement, il y a aussi toute une stratégie des classes dominantes, des élites aujourd'hui, pour se protéger des communs, à eux, finalement. Et donc, il y a toute une stratégie pour la préservation des aires naturelles protégées. Typiquement, on va aller protéger une aire naturelle qui est autour de chez soi, autour de son château, autour de son manoir. Et en fait, ça va être un commun qui est soi-disant commun, public, mais finalement qui ne va bénéficier qu'à certaines personnes qui habitent autour de cet espace-là. Donc il y a vraiment une réflexion à mener sur, finalement, là on est encore dans ces inégalités d'accès à la politique et à la décision de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on décide de communaliser aujourd'hui. Et juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, donc là on passe sur les communs négatifs. Aujourd'hui, les zones urbaines sensibles sont largement surreprésentées dans les zones Céveso, donc à risque industriel en France. C'est assez net. Je crois, de mémoire, c'est 12% de population en zone urbaine sensible dans l'ensemble de la France. Mais si vous regardez juste les zones Céveso, donc à risque industriel fort, c'est plus de 50% de la population qui habite en zone urbaine sensible. Donc il y a une forte inégalité ici encore. Maintenant, sur cette question de comment est-ce qu'on gère ces communs négatifs, c'est effectivement une des questions que se posent les économistes depuis des dizaines d'années. Comment finalement on va, alors pas forcément avec ce vocable-là, pas forcément avec ces termes-là, mais comment est-ce qu'on va gérer ces déchets. Je pense que les économistes n'ont pas assez saisi le sujet, mais c'est des questions qui se posent quand même. Pour moi je vois un vrai enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait finalement pour trouver les ressources et la monétaire nécessaires pour traiter en fait ces déchets. Parce que en tout cas ceux qui sont déjà existants. La première question, c'est arrêter de produire des déchets. La deuxième question, c'est comment est-ce qu'on gère les déchets existants. Et sur l'existant, on a besoin de ressources. Et or, on est quand même dans un système aujourd'hui où il y a toutes ces réflexions sur qui contribue à l'impôt, sur comment ça se fait que tout en haut de la pyramide sociale, on a l'impression qu'il y ait des gens qui sont exemptés d'impôts ou dont les taux d'impôt sont plus faibles que la classe moyenne ou que les classes populaires, parce que stratégie d'évasion fiscale, parce que chantage à la délocalisation, etc. Donc c'est comment est-ce qu'on arrive à prélever en fait une forme de taxe sur la nouvelle richesse créée pour ensuite réussir à gérer, et donc avec des ressources monétaires, ces communs négatifs qui sont là. Et donc on va avoir besoin de solutions politiques, sociétales, mais aussi techniques pour gérer ces communs négatifs. Mais finalement, moi, ça me fait penser à la question de la gestion de l'eau aussi, en fait, parce qu'il y a vraiment une réflexion dans les personnes qui s'intéressent au commun sur la question de l'eau, mais très peu sur la question des déchets. Alors qu'on peut tirer des parallèles. Est-ce que tu veux nous en dire Oui. Lionel ? C'est vrai que depuis très longtemps, il y a eu des campagnes pour l'eau bien commun. Ça a été un mot d'ordre de mobilisation assez fort, notamment en Italie en fait. Il y a même eu un référendum qui avait été gagné pour déclarer que l'eau était un bien commun et notamment remettre en cause le mode de gestion par les entreprises privées de l'eau dans certaines municipalités. Et à Naples, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, dénoncer les contrats de gestion privée en mettant en place une structure de gestion de l'eau qui est un commun en fait, parce que c'est pas une structure publique, c'est une structure qui associe les associations, les habitants. Ils ont réussi à faire une gestion en commun de l'eau sur leur ville. Alors ça, c'est amusant parce que, à ma connaissance, on n'a pas exactement ce type de modèle en matière de déchets, même s'il y a des choses intéressantes. Enfin, la gestion des déchets à San Francisco, par exemple, c'est via une coopérative à qui la ville a délégué la gestion. C'est un modèle vraiment à suivre. Mais est-ce que ça vient justement du fait que l'eau, on la considère vraiment directement comme une ressource, comme un commun positif, alors que les déchets, on les considère comme un commun négatif ? Ben, je pense en fait ça doit avoir un lien en fait. C'est ce biais qui consiste à ne voir des communs que sur les choses positives qui peuvent avoir une utilité. Et ça participe de l'invisibilisation du déchet en fait, parce que ça c'est aussi quelque chose de très fort dans l'histoire du déchet, c'est cette tendance à les invisibiliser, à les rejeter hors de nous, à les cacher, à les exporter, pour pas qu'on puisse les apercevoir et en avoir conscience. Et je pense que ça a joué, y compris finalement cette espèce de biais idéologique
il a joué dans la construction de la notion de commun elle aussi, quoi. C'est-à-dire que voilà, on fait des communs avant tout sur des choses positives. Peut-être qu'un exemple que j'avais vu aussi, qui me paraît peut-être assez intéressant et à relier avec ces questions des ressources financières qu'on pourrait trouver pour gérer les communs négatifs, il me semble que c'était en Équateur, où le gouvernement, à un moment donné, a dit, voilà, on a une nappe pétrolière, on va choisir volontairement, nous, pays Équateur, de ne pas l'exploiter, à condition que les pays du Nord nous versent un équivalent de ce que ça aurait pu nous rapporter, parce qu'il est hors de question que nous, pays du Sud, nous subissions seuls le coût que représente la non-exploitation de cette nappe. Et du coup, ils ont monté un système de péréquation, voilà, qui était de dire, organisons-nous quelque part en commun, voilà, ensemble, pour ne pas exploiter ça comme une ressource, mais en le faisant avec une question de justice sociale, parce qu'il est hors de question qu'un pays du Sud assume à lui seul, en fait, le coût que représente la perte du gain immédiat qu'il aurait eu à en faire des champs pétrolifères. Et là, il y a peut-être une tentative de traiter le pétrole comme un commun négatif. J'ai vu des gens qui disent ça, qui disent que le pétrole, en fait, on devrait le traiter comme un commun négatif, c'est-à-dire s'organiser ensemble pour ne plus que ce soit une ressource. Pétrole et donc plastique. On l'a vu dans la session précédente, la dimension internationale. Je peux revenir sur cette question de rendre visible en fait la pollution. Ça me semble évidemment essentiel et je pense qu'en France, on est en fait très très loin sur le fait de mesurer et de rendre visibles les pollutions, les déchets au niveau local. Et là-dessus, il y a beaucoup d'exemples intéressants sur lesquels on peut s'inspirer, à partir desquels on peut s'inspirer, notamment aux États-Unis, avant la casse systématique de l'Agence de protection de l'environnement par Trump. L'EPA, donc Environmental Protection Agency, était vraiment une pionnière en fait sur cette question des inégalités environnementales et sur cette question notamment de la visibilité de ces inégalités-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a réussi à mettre en place tout un tas d'outils en fait, de mesures et de cartographie de ces inégalités-là, extrêmement intéressants. Ça s'appelle le Risk Screening Environmental Indicator Framework. Donc le programme qui permet de mesurer les risques et de monitorer les risques environnementaux. Et finalement, en fait, c'est une cartographie à l'échelle américaine, mais qui va à un niveau, donc sur toutes les États-Unis, qui va à un niveau extrêmement fin, dans laquelle les individus, au niveau local, peuvent ajouter de l'information, en fait, à cette cartographie. Donc il y a des experts, des techniciens qui sont à Washington, qui travaillent là-dessus, mais il y a aussi la récolte d'informations du niveau local. Et il y a vraiment ici une collaboration entre les différentes échelles d'expertise, expertise locale, expertise nationale. Et ça c'est une condition nécessaire, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour gérer cette question des déchets. Parce que s'il n'y a aucun groupe de pression qui va lutter contre telle ou telle zone de stockage de déchets et des effets négatifs qu'ils peuvent avoir sur la santé, il n'y aura pas d'action politique. Mais il ne peut pas y avoir ces groupes de pression, ces associations locales, si elles n'ont pas l'information sur le fait qu'elles sont... et si elles ne peuvent pas, sur la base d'un outil qui est objectivé, qui est reconnu par les différentes parties prenantes, si elles ne peuvent pas opposer aux autres acteurs le fait qu'il y a une pollution. Et donc ça me semble extrêmement important. C'est l'un des enjeux essentiels aujourd'hui, c'est vraiment rendre visible et prendre les outils, et notamment les outils Internet, pour rendre visibles ces pollutions. Oui, et même s'il y a eu des progrès dans l'accès aux informations environnementales ces dernières années en France, il y a quand même encore beaucoup d'obstacles et notamment il faut encore souvent demander, réclamer, relancer pour obtenir certaines données qui nous permettent par exemple à nous, associations environnementales, de travailler, alors qu'on pourrait les rendre beaucoup plus facilement accessibles. Et finalement, moi j'ai l'impression que c'est peut-être aussi lié au mode de gestion, et ça nous ramène à la question des communs, parce qu'en fait, qui finalement freine des cas de fer quand il s'agit de libérer des données ou de les communiquer, et ben parfois c'est les entreprises qui sont les exploitantes des installations
de traitement des déchets parce que, comme elles sont dans le champ concurrentiel, elles estiment que ça va perturber cet aspect. Mais c'est aussi parfois les collectivités locales qui sont plus ou moins à l'aise avec les données, les performances, etc. et qui du coup préfèrent qu'on communique sur des données globales au niveau départemental, etc. et pas trop local. Donc finalement, on se rend bien compte qu'il y a un lien entre le choix d'un secteur public-privé ou d'un autre secteur. Est-ce qu'il y a des exemples dans le champ des communs qui pourraient illustrer l'ouverture, au contraire, qu'on peut avoir sur les données? Il y en a beaucoup, en fait. Tu parlais tout à l'heure de l'enclosure sur les terres, en fait. Il y a aussi une enclosure sur les informations, en fait. L'information, elle a été appropriée, contrôlée, contre la tendance qu'avait Internet, justement, à permettre de la diffuser, de la disséminer, de la partager. Et un des grands combats du mouvement des communs, c'est d'essayer de libérer l'information et de la rendre la plus partageable, la plus transparente possible. Et il y a des exemples. Il y a des exemples de gestion en commun des informations. Il y en a un qui est le plus connu, s'appelle OpenStreetMap, qui est un système de cartographie participative où les gens vont faire l'équivalent de Google Maps, mais avec leurs propres outils. Ils produisent une carte libre du monde où les informations sont entièrement libres. D'ailleurs, quand il y a eu la catastrophe de Fukushima, cette carte-là avait eu une certaine importance parce que les gens pouvaient mettre des informations qui étaient d'ailleurs une source pour contredire les relevés du gouvernement qui a tout fait pour cacher les taux de radiation qu'il pouvait y avoir au Japon à ce moment-là. Et ce que tu disais, en fait, c'est en France, là, actuellement, la chance qu'on a quand même, c'est qu'il y a eu une loi qui est passée sur ce qu'on appelle l'open data, qui oblige normalement maintenant les administrations à ouvrir leurs données publiques. Et ça peut être un levier d'action, notamment au niveau associatif, parce que ça devient beaucoup plus compliqué pour une administration de ne pas diffuser les informations qu'elle produit. C'est devenu même un principe général maintenant, et il n'y a que quelques cas exceptionnels où elle peut garder l'exclusivité sur ces informations. Par contre, dans le même temps, on a eu la directive sur le secret des affaires qui va permettre aux entreprises, elles, de beaucoup plus contrôler les informations. Et ça, à mon avis, dans le domaine environnemental, ce sera une forme d'enclosure qui va être assez terrible et difficile à lever. Mais ce qui est intéressant, juste pour terminer, ce que je trouve intéressant, c'est que ces histoires de communs, on voit s'effondrer en fait la distinction entre les communs naturels et les communs de la connaissance. Parce qu'on se rend compte que si on veut défendre des communs naturels, on a besoin d'avoir les connaissances associées en fait. Et les combats en fait sont en train de se rejoindre. Ce que vous disiez, si on veut lutter contre les phénomènes de pollution, de production de déchets, on a nécessairement besoin d'accéder aux connaissances qui ont trait à ces phénomènes-là, notamment face au pouvoir public. Et ça nous débouche sur la dimension politique de tout ça, quoi, parce que y a une dimension politique. Quoi. Et alors, pour rebondir là-dessus, je pense qu'il y a des déchets qu'on connaît, puis il y a des déchets qu'on ne connaît pas. Il y a des déchets, des substances sur lesquelles en fait, on ne sait pas encore quelle est la toxicité en fait, de ces substances-là. Et du coup, il me semble extrêmement important aujourd'hui d'inverser la charge de la preuve. C'est plus aux citoyens, c'est plus à la puissance publique de démontrer qu'il s'agit de substances toxiques, mais c'est aux producteurs de tous ces déchets-là. Et je pense que l'Europe a énormément de progrès à faire. Enfin, l'Union européenne a tous ses défauts, tous ceux qu'on connaît. Mais s'il y a un domaine sur lequel il y a eu quand même des avancées, elles sont perfectibles, mais il y a quand même eu des avancées importantes au cours des dernières années, c'est notamment dans la mise en œuvre de la directive REACH sur la production de données de la part des entreprises productrices de substances toxiques et l'interdiction de commercialisation de substances toxiques si l'agence de gestion des produits chimiques européenne estime que ces données sont que ces substances sont au-delà d'un certain seuil. Et finalement, ce qui est intéressant dans cette directive-là, qui encore une fois peut être largement approfondie, mais finalement, il faut qu'on parte de l'existant, c'est qu'en fait, le principe, c'est quoi ? C'est pas de données, pas d'accès au marché. C'est-à-dire que si les entreprises ne fournissent pas toute une batterie de tests sur chaque substance et tout un tas de données qui vont avec, et si elles ne collaborent pas entre elles pour produire ces informations-là, elles n'ont pas le droit d'accéder au marché européen. Et je pense que ça, c'est quand même assez révolutionnaire,
Parce que finalement, là, on a la production d'un tas extrêmement important de données qui peuvent être ensuite mobilisées par les pouvoirs publics, par les citoyens, pour saisir la justice, etc. Donc, c'est vraiment l'inversion de la charge de la preuve, avec création de données à l'appui, qui est un commun. Et donc voilà, et je pense qu'il faut avancer dans ce type de développement-là. Alors, je n'ai plus le timer, mais je pense qu'on arrive à la fin de la session. Mais je voudrais vous poser une dernière question, un petit peu radicale, abrupte. Finalement, parce que j'ai relu avant notre entretien l'article de Lionel, et tu redonnais une définition de la propriété privée. Et je me suis demandé si, d'après la définition que tu en donnais, si finalement, c'était pas la source même du gaspillage, puisque le droit de propriété privée donne le droit d'abuser, en fait, d'une ressource. Oui, dans le Code civil, la propriété, dans le Code Napoléon, elle était définie comme le droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue. J'ai toujours trouvé cette phrase extraordinaire parce que c'est quoi la plus absolue? Parce qu'ils auraient dit absolu déjà, c'était déjà beaucoup, mais c'est la plus absolue, quoi. C'est-à-dire vraiment un droit, on dit, ça vient aussi du droit romain, c'est le droit d'abusus, c'est le droit d'abuser de la chose. Donc on ne serait propriétaire d'une chose, vraiment au sens plein, que si on pouvait en abuser. Et donc ce droit-là, en fait, quelque part, c'est lui qui est la source de la génération du problème des déchets. Parce qu'en fait, quand je suis propriétaire de quelque chose, j'ai le droit de la jeter, j'ai le droit de la détruire, j'ai le droit de la laisser non utilisée. J'ai tous ces droits en fait qui font que je peux faire des choses avec ce bien qui vont avoir des externalités négatives sur le reste de la société. Et après, on s'épuise en fait quelque part à rattraper ou à compenser toutes ces externalités négatives qui sont produites à la base parce que notre droit de propriété incorpore la possibilité d'abuser de la chose. Et dans ce que je disais au début là, sur les communs d'anciens régimes, ceux qui donnaient droit au droit de glanage, c'était une manière de réguler le droit de propriété justement. C'est de dire, mais non, propriétaire, tu ne peux pas abuser de ton champ parce que tu devras permettre aux pauvres de venir sur ton champ pour qu'ils puissent ramasser les épis tombés au sol. Voilà, tu ne peux pas opposer ton droit de propriété à cette pratique qui est nécessaire à la vie en fait. Et bien aujourd'hui, on est arrivé à la même solution, au même point. C'est-à-dire qu'on a des pratiques de propriété qui sont extrêmement toxiques au niveau global. Et je pense qu'il faut reconstruire le droit de propriété d'une certaine manière et lui fixer des limites au nom du droit à la vie aussi. Et ça passe par toute la réglementation autour des déchets, quoi, qui est quand même un élément central pour la protection de l'environnement en général, quoi. Et donc se considérer plutôt comme des usagers des ressources qui vont succéder à d'autres usagers et ainsi de suite, plutôt que des propriétaires de la ressource. Oui. Lucas, tu voulais aussi peut-être Oui, sur réagir ? la propriété privée, je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. Après, il ne faut pas non plus avoir une vision idéaliste de la gestion publique des ressources. Enfin, typiquement, aujourd'hui, on a tout un tas de déchets nucléaires qui ont été produites suite à des décisions publiques, par des entreprises publiques, par des entreprises de gestion de ces déchets qui sont publiques. Donc là aussi, on a un problème avec comment la puissance publique à gérer nos actifs publics. Mais il y a un problème qui est plus général et plus large aujourd'hui, c'est-à-dire que on passe d'un monde dans les années 50, 60, 70, 80 où grosso modo 30% de la richesse économique était publique, 70% était privée. Et aujourd'hui, si on regarde la richesse économique publique nette de dette, on est à 0%. On a 100% de richesse privée. Et ça, c'est un vrai problème qui va au-delà de la question des déchets, enfin qui est un problème beaucoup plus large, mais qui peut évidemment, enfin qui interagit évidemment avec cette question-là, puisque aujourd'hui la puissance publique est pieds et mains liés quand il s'agit de prendre un tas de décisions, notamment sur la question des déchets. Donc je pense que oui, il faut peut-être que 30% comme dans les années 70 n'est pas le niveau optimal, mais en tout cas 0% est quand même très très bas comme niveau. Donc la question c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer de la richesse publique, et ça peut être via la création de nouveaux communs environnementaux. Donc c'est effectivement un vaste sujet. Bon, en fait, dans l'idéal, il faudrait qu'on puisse creuser encore la différence entre la gestion publique et la gestion via les communs. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Je vous remercie tous les deux parce que c'était passionnant. Moi, j'ai appris plein de trucs, j'ai pris des notes, mais je serais contente de revoir la vidéo.